Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Samedi Politique. Alors, de la résolution du conflit en Ukraine à celui du Proche-Orient, un événement pourrait tout changer, c'est évidemment l'élection présidentielle américaine du 5 novembre prochain. Alors, qui succédera à Joe Biden? Le démocrate peut-il espérer conserver sa place? Donald Trump peut-il s'imposer à nouveau? Y aura-t-il des imprévus? Sans doute, c'est en tout cas ce que nous allons voir tout de suite. Mais avant toute chose, vous le savez, pour le succès de cette émission qui fonctionne chaque semaine grâce à vous, eh bien, je compte sur vous évidemment pour la partager, pour la commenter juste en dessous. Je vous réponds à chaque fois autant que faire se peut. Et puis bien sûr, cliquez sur le fameux petit pouce en l'air parce que ça améliore le référencement. On se retrouve tout de suite dans quelques instants. Je vous laisse faire ces petits gestes. À tout de suite. Et à mes côtés aujourd'hui, Gérald Olivier. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Je vous présente, même si tout le monde vous connaît aujourd'hui sur TV Liberté, vous êtes journaliste, spécialiste de la politique américaine. Vous êtes également chercheur à l'IPSE, l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Vous avez rédigé de très nombreux ouvrages. Je vais citer le dernier pour lequel vous étiez déjà venu sur TV Liberté, Cover Up, le clan Biden, l'Amérique et l'État profond. C'était aux éditions Confidente. D'ailleurs, on peut toujours le retrouver sur la boutique de TVL, sur tvl.fr. Le lien est dans la description. Alors pour commencer, Gérald Olivier, je l'ai dit, nous sommes à 9 mois de l'élection présidentielle, mais aussi à 3 jours du Super Tuesday. Expliquez-nous déjà pour commencer, quel est donc cet anglicisme qui est bien normal? Alors on peut dire Super Mardi, parce que maintenant on comprend. On est dans le cadre des primaires. Donc les primaires servent à déterminer le candidat de chaque parti. Et il se trouve que mardi prochain, le 5 mars, une quinzaine d'États vont voter en même temps, le même jour. D'où cette idée d'une super primaire. Et comme aux États-Unis, on vote traditionnellement le mardi, en anglais on dit Super Tuesday et en français on dit Super Mardi. Donc 15 États qui votent en même temps. Il y aura la Californie, il y aura le Texas, vous avez le Minnesota, vous avez le Colorado, vous avez le Massachusetts, vous avez le Vermont. Pour ceux qui connaissent la géographie américaine, il y a même la Virginie. Ça veut dire que vous avez des États de l'Ouest, de l'Est, du Nord, du Sud, et on va avoir non seulement énormément de délégués qui vont être désignés ce jour-là, mais on aura une vue un petit peu globale de l'électorat. Et c'est un scrutin qui aura un impact, à mon avis, déterminant sur le reste de la campagne, parce que ce soit côté démocrate ou côté républicain, le candidat qui sortira vainqueur de ce super mardi sera le candidat qui représentera le parti en novembre. Au-delà du 5 mars, il est, je dirais, inenvisageable, sauf accident, sauf surprise, il peut toujours y en avoir, mais dans le cadre du processus des primaires, on sera fixé sur le candidat de chaque parti. Honnêtement, il n'y a pas beaucoup de suspense. Bien sûr, Trump c'est va ce que nous allons l'emporter voir. côté républicain, et puis Biden, il est sans opposition réelle aujourd'hui côté démocrate. Alors, ce que je vous propose, c'est de commencer avec le camp républicain. Oui. Chaque rendez-vous a été l'occasion jusqu'ici d'une victoire assez nette pour Donald Trump. C'est aussi le cas lors de la Caroline du Sud, il y a quelques temps, alors que c'était les terres de Nikki Haley, sa poursuivante, sa dernière poursuivante. Je vous propose tout de suite de regarder le discours des deux candidats à l'issue de cette primaire. We're going to be up here on November 5th, and we're going to look at Joe Biden, and we're going to look him right in the eye. He's destroying our country, and we're going to say, Joe, you're fired. Get out. Get out, Joe. You're fired. I said earlier this week that no matter what happens in South Carolina, I would continue to run for president. I'm not giving up this fight when a majority of Americans disapprove of both Donald Trump and Joe Biden. Alors
est-ce que c'est une surprise de voir Nikki Haley rester dans la course malgré cette défaite sur son territoire de la Caroline du Sud? Oui, cette défaite qui vient à la suite de 4 défaites précédentes et une défaite de plus dans le Michigan mardi dernier. Elle est toujours arrivée 2e ou 3e, elle n'a remporté aucune primaire. Et il y a très très peu de chances qu'elle parvienne à remporter la moindre primaire. On verra ça mardi. Donc oui, c'est surprenant. Et les gens commencent à s'interroger parce qu'il y a eu une forme de vraie campagne côté républicain. C'est-à-dire, si on retourne un an en arrière, vous avez 5-6 candidats qui se sont présentés, dont M. DeSantis, dont Chris Christie, qui avait un pédigré politique qui justifiait qu'il se présente là. Il y a eu une forme de campagne, parce que Donald Trump n'y a jamais participé. Il a toujours été tellement devant dans les sondages qu'il a refusé de participer au fameux débat. Et donc, on a eu une campagne républicaine un petit peu à 2 niveaux, où les seconds couteaux se battaient entre eux, alors que le candidat probable, lui, restait au-dessus de la mêlée. C'est Nikki Haley qui a quand même réussi à émerger de ce groupe-là. Et elle a émergé, je pense, parce que c'est une femme. 2, parce qu'elle représente l'establishment, comme on dit aux États-Unis. Elle fait partie de, je dirais, elle a une vision du monde qui correspond à ce qui était la vision du monde du Parti républicain traditionnel. Elle est un petit peu l'héritière de Mitt Romney dans ce sens-là, et elle est l'héritière du camp qu'on appelle les néoconservateurs, qui sont sur une politique internationale beaucoup plus musclée que celle à laquelle on assiste aujourd'hui, ou celle même que défendrait Donald Trump, d'une certaine façon. Et donc, elle a réussi à émerger, et on considérait que sa candidature était légitime. Aujourd'hui, elle a un petit peu changé d'orientation parce que elle justifie son maintien dans la course sur le principe que pour elle, Trump sera battu. C'est ce qu'elle dit dans sa campagne maintenant. C'est-à-dire que pour elle, c'est pas qu'il n'est pas éligible. Il sera battu à quel moment? Il sera battu en novembre. Elle vous dit, son discours maintenant, il est très très simple. Elle dit, si vous choisissez Donald Trump comme candidat, le Parti républicain va à la défaite au mois de novembre, aussi bien à l'élection présidentielle qu'aux élections parlementaires, parce qu'il y a toujours événement, renouvellement de la Chambre, une partie du Sénat, etc., etc. Donc son discours, c'est Donald Trump a perdu une fois en 2020, il a eu son premier mandat, il y a énormément d'opinions négatives contre lui, et donc si on le choisit comme candidat, on sera battu. Donc en gros, faut pas le choisir. Et sa campagne est totalement orientée contre Donald Trump, et au point où ça devient contre-productif du point de vue du Parti républicain. C'est-à-dire que son argument n'est pas totalement sans base, mais quand on regarde les sondages et quand on regarde objectivement le bilan de Joe Biden, on se dit que c'est Donald Trump qui, s'il est candidat, va et doit l'emporter. Maintenant, quand on connaît le système américain d'aujourd'hui, quand on voit ce qui s'est passé en 2020, on sait très bien que les démocrates feront tout, et je dis bien tout, pour empêcher Donald Trump de l'emporter. Donc le discours de Nikki Haley, il n'est pas totalement, je dirais, inacceptable. Par contre, à mon avis, il dessert à ce point le Parti républicain, parce qu'il serait temps que ce parti montre un petit peu plus d'unité, et on sait très bien que les élections américaines, elles se gagnent au centre, elles se gagnent pas aux extrêmes. Donc la base de Donald Trump, elle est très très sûre, elle est très très large, elle n'est pas forcément suffisante pour l'emporter en novembre, et il devra aller convaincre des électeurs au-delà de cette base. Nikki Haley, par son discours aujourd'hui, elle ne cherche pas à rallier cette base. Non, mais on a le sentiment finalement qu'elle est à l'intérieur du Parti républicain, mais qu'elle se présente un peu comme un troisième homme. Oui, c'est d'ailleurs ce qu'elle dit. Vous êtes contre Trump, vous êtes contre Biden, je suis là, je suis votre candidate quelque part. Absolument. Elle se veut comme la candidate du recours. Donc il y a toujours une possibilité, à mon avis toute petite, que les démocrates parviennent à disqualifier Trump. J'y crois pas. Mais malgré tout, cette possibilité existe quelque part. Et si c'était le cas, il faudrait aux Républicains un candidat de recours, et Nikki Haley vous dit je suis là, et je serai cette personne légitime. Après, elle peut aussi rester en lice en vue de 2028. Bien sûr. Elle montre qu'elle a de la capacité à encaisser les coups, qu'elle est persévérante, etc. Elle peut aussi rester dans la course en vue d'avoir un petit peu plus d'influence lors de la Convention nationale du mois de juillet. Ça se passe toujours comme ça. La Convention nationale, c'est devenu un show médiatique très très important qui est retransmis en direct par la plupart des télévisions. Oui, c'est le Super Bowl de la politique. Et donc, c'est une plateforme formidable pour les candidats. Et le candidat qui est allé le plus loin par rapport au gagnant est celui qui a le plus de temps pour parler, le meilleur espace médiatique à la télévision, aux heures de grande écoute. Et peut-être que Nikki Haley se bat pour ça. Néanmoins,
néanmoins, pour terminer sur elle, ou au moins pour conclure sur cette partie du sujet, je pense que si elle est battue, surtout dans tous les États, mardi prochain, hein, le 5 mars, je pense qu'à ce moment-là, elle devrait en tirer les leçons et se retirer dans la foulée. On verra ce qu'elle va faire, mais il y aura quand même une certaine logique, parce que malgré tout, quand on se bat pour une nomination, c'est pour l'emporter. Lorsque vous êtes arrivé au point où vous ne pouvez plus gagner, pourquoi continuer ? Et on va voir d'ailleurs, je pense que même si elle veut continuer, ce sont ses soutiens financiers qui vont cesser de la soutenir. C'est déjà arrivé, elle a perdu le soutien de la famille Koch, hein, K-O-C-H, les Koch, comme on dit en anglais, qui est une grosse famille conservatrice qui donne beaucoup d'argent à des candidats républicains et qui était parmi ses bailleurs de fonds les plus importants. Et après la Caroline du Sud, je crois, ils ont cessé de la soutenir financièrement. Parce qu'elle avait aussi dit que si elle perdait en Caroline du Sud, elle se retirait normalement. Alors, ça a été tout ça un petit peu, là, vous voyez dans le clip que vous avez passé, elle disait à ses fans, à ses supporters, que quoi qu'il arrive en Caroline du Sud, elle avait prévu qu'elle continuerait. Elle n'avait pas dit jusqu'à quand. La logique aurait été qu'elle en tire aussi les leçons, parce que c'est vrai que c'est l'État dont elle a été gouverneure, 2 fois. C'est l'État où elle est née, où elle a grandi, où elle est connue, où elle a fait ses classes, et elle est arrivée très très loin derrière. Il y avait 30 points d'écart, donc c'est quand même majeur. Bien sûr. Vous avez dit que c'est une candidate de recours pour le Parti républicain, mais est-ce que c'est pas la candidate de recours aussi pour l'establishment ? Si, tout à fait. Et puis, c'est pour ce qu'on appelle en anglais, alors excusez-moi à nouveau de l'anglicisme, hein, les Never Trumpers. Hein, vous avez ce groupe qui a toujours existé au sein du Parti républicain, de gens qui n'ont jamais soutenu Trump, qui sont des conservateurs de base et qui considéraient que Trump n'appartenait pas à la famille conservatrice ou bien ne correspondait pas à l'ensemble de leur point de vue et avait une personnalité qui pour eux ne l'autorisait pas à devenir président. Et vous avez toujours eu au sein du Parti républicain un petit groupe très minoritaire de gens c'était tout le monde sauf Trump. Et Nikki Haley est un petit peu devenue l'héritière de ce courant-là. Elle est soutenue par le Wall Street Journal, qui est un journal extrêmement influent du milieu des affaires et qui est lié au complexe militaro-industriel. Et elle est également soutenue par les plus interventionnistes au sein du camp républicain, parce que, notamment sur le dossier ukrainien, elle aurait une position beaucoup plus pro-Ukraine que celle prônée par Donald Trump, alors qu'il est le candidat du même parti. Alors justement, on a le sentiment que finalement, Donald Trump, il est disruptif. J'aime bien ce mot-là, en ce moment, c'est très à la mode. Donc il est disruptif. Donc pour l'État profond en place, c'est très difficile à gérer. On l'avait vu, d'ailleurs, il avait promis à l'époque d'arriver au pouvoir pour drainer le marécage, ce qu'il n'a pas réussi à faire, force est de le constater. Là, Joe Biden, on va en parler un petit peu plus tard, est pratique, sans doute, pour l'establishment. Mais en même temps, sa candidature pourrait aussi avoir quelques soucis sur la dernière ligne droite. Donc finalement, Nikki Haley, en plus en étant une femme, comme vous l'avez rappelé, pourrait cocher toutes les cases et convenir à tout le monde. Absolument. Et d'ailleurs, dans ses discours, elle reproche à ses deux adversaires, Trump au sein du camp républicain et Biden dans le camp démocrate, elle leur reproche d'être trop vieux. Et l'un des points qu'elle voudrait mettre en avant, c'est limiter à 75 ans. Alors, elle ne veut pas le mettre de manière aussi ferme, mais à partir de 75 ans, un homme politique qui prétend à un mandat national devrait passer par un test physique et un test intellectuel pour démontrer qu'il a la capacité à assumer la fonction. Et elle n'arrête pas de souligner un fait qui n'est pas faux, hein, c'est que Donald Trump n'a que 4 ans de moins que Joe Biden. Et si Donald Trump est réélu, il aura lui aussi 82 ans à la fin de son 2e mandat. Absolument. Alors, il y a également un point sur lequel Nikki Haley aime bien insister, c'est les affaires judiciaires de Donald Trump. Aujourd'hui, où est-ce que ça en est ? Parce qu'il y a plein de dossiers. On a vu qu'il a été condamné il y a peu de temps sur une affaire qui n'avait rien à voir avec le Capitole, etc., mais plutôt pour du business, comme on dit. Je vais faire des anglicismes aussi, parce que nos téléspectateurs adorent ça, donc j'adore leur en faire profiter. Mais c'est le virus. Voilà, c'est ça. Et faites-nous si vous pouvez nous faire un état des lieux un peu de ces affaires. Alors, de manière globale, vous avez dit, il y en a beaucoup. Elles ne fonctionnent pas comme les démocrates avaient l'intention qu'elles fonctionnent. Elles ont plutôt l'effet inverse. Alors, il y a 5 dossiers.
Sur les 5 dossiers, il y en a 2 qui sont déjà résolus. Il y a un dossier, je vais commencer par le moins important, mais qui compte quand même. Il y a une femme qui a poursuivi Donald Trump pour viol. Elle s'appelle Carole Jean, et elle a gagné non pas sur le viol, mais sur le fait que la façon dont Trump a nié les faits était diffamatoire, et elle a gagné sur la diffamation. Elle a gagné en jugement, elle a gagné en appel, et Donald Trump lui doit maintenant 82 millions de dollars. L'amende, c'est 82 millions de dollars. Cette affaire est résolue, il faut qu'il paye. Il a été poursuivi à New York dans le cadre d'une affaire qui, là, touche à sa société, d'accord, pour laquelle il a reçu une amende de 355 millions de dollars, avant intérêt, parce qu'il faut du temps pour la payer, et donc il y aura des intérêts qui représenteront 100 millions de dollars de plus. Donc il va devoir 450 millions de dollars à l'État de New York. Il a fait appel, mais l'appel n'est pas suspensif de l'amende. Et là, il a été commandé dans un procès avec un seul juge, sans jury, et une condamnation qui était connue à l'avance, sur des faits qui sont, je dirais, très très contestables, dans la mesure où il n'y a pas de victime. Simplement, l'État... c'est l'État, non? Il y a un manque Oui, à gagner pour l'État. Non. Enfin, non, peut-être sur les impôts, mais c'est tout. Et même pas. Il n'y a même pas de manque à gagner de l'État. On lui a reproché simplement d'avoir menti sur un certain nombre de formulaires officiels en gonflant la valeur de ses actifs. Tout le monde le fait. Et si vous gonflez la valeur de vos actifs et que vous avez un système de taxation sur cette valeur, au contraire, ça rapporte plus à l'État. Mais il considère que le côté déshonnête, malhonnête de l'affaire aurait pénalisé l'État. Mais il n'y a pas eu de plainte. Il n'y a pas eu de plainte, il n'y a pas de victime, les banques ne se sont pas plaintes, au contraire, et il n'y a pas eu de défaut de paiement de la part de Donald Trump. C'était un procès politique, tout le monde sait très bien qu'il est procès politique, il a été engagé par cette personne, la garde des Sceaux de l'État de New York, une personne qui s'appelle Laetitia James, qui avait fait une campagne contre Trump. Vous pouvez passer des citations virulentes de sa campagne où elle promet de le faire tomber, et elle dit carrément, s'il n'y a pas de motif, on en trouvera un, et vous inquiétez pas, il tombera, et elle est parvenue à ses fins. Donc là, ça s'est réglé, et Trump doit payer. Ça lui coûte très cher, mais c'est sans incidence. Donc il reste 3 dossiers principaux. Vous avez un petit dossier à New York, dans le cadre du district de Manhattan, sur une affaire qui touche à la campagne de 2020, et pareil, une erreur de financement, parce qu'il n'aurait pas mentionné une somme de 120 000 dollars payée pour faire taire une actrice porno avec laquelle il aurait eu une relation, et dont on ne voulait pas qu'il parle. C'est mineur, et même si le procès aura lieu à la fin du mois, il y aura un petit retentissement. On sait aussi que les faits ne justifient pas le procès, et ça pourrait se retourner contre le procureur qui mène cette attaque. Il reste 2 gros dossiers, l'un en Géorgie, l'autre au niveau fédéral. Le dossier de Géorgie, c'est un dossier qui est mené au niveau de l'État et qui poursuit Donald Trump pour ses actions après l'élection de novembre 2020, quand il a cherché à inverser le résultat et à trouver des électeurs qui n'étaient pas là pour parvenir à gagner en Géorgie. Et ce procès aurait pu avoir un impact, parce que c'est là où énormément d'accusations avaient été centralisées. Puis ça permettait une belle inversion accusatoire, parce que c'est lui qui dénonçait les résultats et la fraude. Oui, et on le poursuivait non pas sur un motif politique, on le poursuivait pour association de malfaiteurs. Et là aussi, il y avait un petit peu de... On étirait les capacités de la justice, mais peu importe. Et ça aurait pu avoir un impact très très négatif. Ce dossier-là, il est en train d'imploser, parce que la procureure, c'est maintenant elle qui est sur la sellette. On a appris qu'elle avait donné le job de procureur principal, de son principal assistant, à son petit ami. Et qu'ils avaient profité de l'argent fourni par l'État pour financer le procès, pour partir en vacances. Passer des week-ends aux Bahamas, passer des week-ends en Californie, passer des week-ends d'ailleurs. Alors, ça fait très très mauvais effet. Et dans cette affaire-là, il apparaît que aussi bien elle que lui ont menti sur un certain nombre de faits, notamment un détail apparemment sans importance, c'est la date du début de leur relation intime. Parce que c'est une chose que de nommer quelqu'un à un poste et d'avoir une relation intime avec lui après. Bien sûr. C'en est une autre d'avoir une relation intime avant et de le nommer au même poste, parce que ça devient du népotisme. Donc, cette affaire est en train de se retourner contre les accusateurs, et pour moi, le dossier va être invalidé très très rapidement. Reste le dossier fédéral. Vous avez un procureur spécial qui s'appelle Jack Smith, qui a été nommé par le ministre de la Justice de Joe Biden, et qui enquête sur les événements du 6 janvier.
Il n'a pas accusé Donald Trump d'insurrection, il l'a accusé d'obstruction de justice et de détournement de sa fonction, ce qui n'est absolument pas gravissime. Par contre, mettre en avant les événements du 6 janvier dans le cadre d'un procès qui se déroulerait pendant la campagne électorale, ça pourrait être très très détrimental à Donald Trump. Et je rappelle que le motif ou les événements du 6 janvier sont utilisés par un certain nombre d'États déjà aujourd'hui pour disqualifier Donald Trump. Le Maine, le Colorado, et il y en a un troisième tout récemment, je crois que c'est l'Illinois, oui. Ont décidé d'invalider sa candidature dans le cadre des primaires parce qu'il avait soutenu une insurrection le 6 janvier. Et alors justement, ça aussi c'est intéressant, à quoi on peut s'attendre avec ça? Alors, ce dossier, il n'est pas en train d'imploser, mais la question fondamentale derrière ce dossier, c'est est-ce que le président bénéficiait d'une immunité de par sa fonction, sur les activités qu'il a menées au nom de sa fonction. Et cette immunité, elle a été niée à Donald Trump par deux cours locales et de cours d'État. Et la Cour suprême des États-Unis vient, je crois que la nouvelle a été annoncée hier ou avant-hier, vient d'accepter d'examiner cette question au printemps, dans le cadre de leur décision du printemps. Ça veut dire que la procédure judiciaire entamée par Jack Smith, pour l'instant, elle est suspendue. Tout s'arrête. Donc le procès qui aurait dû commencer au mois de fin mars ou début avril, il va être repoussé à beaucoup plus tard. Parce que la Cour suprême a jusqu'à fin juin pour signifier sa décision. Et, en toute logique, si la Cour suprême a accepté de prendre cette question et d'en débattre, c'est parce qu'il y a une majorité de juges au sein de cette Cour qui ne sont pas d'accord avec les décisions antérieures. Lorsque la Cour suprême est d'accord avec une décision de cour d'appel, elle ne prend pas cette décision pour la confirmer. Elle la laisse telle qu'elle. Donc il est très probable qu'à l'issue de cette décision, la Cour suprême jugera que le président bénéficie d'une immunité, et auquel cas les accusations dont il fait l'objet dans le cadre de cette enquête, elles s'effondrent instantanément. Et à supposer même que la Cour suprême se décide dans le sens inverse, c'est-à-dire de dire que le président n'a pas d'immunité pour ses activités criminelles dans le cadre de sa fonction, la procédure pourrait reprendre, mais le temps que le procès se mette en place, on serait vraisemblablement à l'automne. Alors on pourrait avoir un procès au mois de septembre, au mois d'octobre, en pleine campagne. Donald Trump, bien que candidat, est un citoyen comme les autres, et la justice ne suit pas forcément le calendrier politique. Ce serait possible, mais je pense que les avocats de Donald Trump feraient tout leur possible pour freiner les choses et repousser un potentiel procès, ne serait-ce qu'en ralentissant la sélection du jury. Enfin, il y a tout un tas de moyens possibles pour que ça se vienne après l'élection. Et après l'élection, si Donald Trump est devenu président, il a à ce moment-là le pouvoir de suspendre cette action simplement par décret. Donc tout s'arrêterait également. Alors, au-delà de ces affaires de calendrier, quelle est l'incidence réelle de ces 5 dossiers que vous venez de nous rappeler sur la campagne de Donald Trump? L'objectif, il est simple. L'objectif des démocrates, et soyons clairs, et il faut le dire, c'est l'objectif des démocrates, parce que là, on est quand même dans le ministère de la Justice qui est géré par le ministre nommé par Joe Biden. Il était d'invalider la candidature de Donald Trump. Les démocrates ont toujours peur de Trump, et ils ne veulent pas prendre le risque qu'il soit candidat, parce que c'est prendre le risque qu'il puisse gagner. Donc ils préféreraient qu'on parvienne à l'éliminer avant. Et le but de ces affaires, c'était de l'éliminer, de le rendre inéligible d'une manière ou d'une autre, et puis au moins de le pénaliser financièrement, et puis de le pénaliser en lui prenant du temps, en l'empêchant de faire campagne et en maintenant devant les électeurs américains à la télévision le fait que le candidat qui se présente, il pourrait être étiqueté criminel, faire l'effet d'une condamnation, ce qui n'invalide pas le droit à être candidat à la présidence, mais qui fait quand même assez mauvais effet auprès d'un certain électorat relativement centriste. Donc l'objectif, il était là. Simplement, comme je vous le disais au début, c'est pas du tout ce qui se passe. C'est-à-dire que vous avez une partie de l'électorat américain qui a compris qu'il s'agissait de poursuites politiques, dont le but est politique. Et on a un gouvernement, c'est ça qui est assez flagrant et scandaleux et je dirais surprenant de la part des États-Unis, on a un gouvernement qui utilise le ministère de la Justice pour lutter et amoindrir son adversaire politique. Je suis désolé, mais ça peut se passer dans des pays comme la Russie, quand on est américain et qu'on considère les affaires russes de l'extérieur, mais ça ne doit pas se produire aux États-Unis. C'est pourtant en train de se produire. Mais l'électorat a compris ça, et donc on constate que ça ne pénalise absolument pas Donald Trump dans les sondages. Au contraire, vis-à-vis de sa base, il passe pour quelqu'un qui est persécuté,
Et il joue énormément là-dessus, avec des comparaisons douteuses d'ailleurs. Bien sûr. Il y a une certaine adulation de Donald Trump auprès de sa base. C'est des gens qui voteront pour lui, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il se passe. Mais même au-delà de cette base, il y a un certain électorat justement plus indépendant, plus centriste, qui voit une dérive qui n'existait pas il y a 20 ans, ou encore moins il y a 40 ans, et qui devient problématique. Et à partir de là, ils sont plus enclins à soutenir la victime de ces dérives, même si c'est quelqu'un qui ne leur plaît pas fondamentalement. Et Donald Trump peut déplaire très aisément à beaucoup de monde, mais néanmoins, ils sont plutôt enclins à le soutenir. Et ce qu'on constate, c'est que dans les sondages, Donald Trump bénéficie de ces poursuites, parce que depuis qu'elles ont été lancées contre lui, il n'a cessé de monter, et il continue encore de monter. Alors j'aimerais, à présent, après ce tour d'horizon sur le côté républicain, j'aimerais qu'on parle d'un candidat indépendant. Alors c'est assez rare aux États-Unis qu'on parle du candidat indépendant, parce que de coutume, on parle que des deux principaux camps, à savoir le camp démocrate et le camp républicain. Et là, il y a le fameux cas de Robert Kennedy Jr. Absolument, oui. Le système politique américain est bâti sur le bipartisme, donc démocrate contre républicain. Ça fait depuis la guerre civile, c'est comme ça que la politique se divise. Et les partis tiers, on va dire, ont énormément de mal à émerger, et quand ils émergent, ils sont régulièrement intégrés dans l'un des deux grands partis, ce qui fait qu'il n'y a jamais eu de troisième parti aux États-Unis. Là, c'est un peu l'inverse. D'ailleurs. Comment ? C'est un peu l'inverse là pour Robert Kennedy, je crois. Il est plutôt parti dans le camp... Oui, lui, il est sorti du camp démocrate pour pouvoir exister, parce qu'il a compris qu'il n'y avait pas d'alternative à Joe Biden. Joe Biden, président des États-Unis, est soutenu à fond par l'ensemble de l'établissement démocrate, et leur postulat de départ, c'était il fallait pas qu'il y ait de campagne contre lui en 2024. Il est parfaitement légitime, même au sein du parti qui occupe la Maison-Blanche, que des personnes décident de défier le président, lorsque celui-ci demande un second mandat. C'était arrivé en 1980, souvenez-vous, enfin vous êtes trop jeune pour vous en souvenir, mais c'était arrivé. Jimmy Carter avait une présidence relativement désastreuse, et Ted Kennedy, justement, le frère de John Kennedy, président, et Robert Kennedy, s'était présenté contre Jimmy Carter. Il avait perdu. Finalement, la nomination était revenue à Jimmy Carter, mais il y avait eu des primaires au sein du camp démocrate. Là, derrière Joe Biden, comme Joe Biden est malgré tout, on en parlera, un personnage un petit peu fatigué, avec ses vrais problèmes à lui, physiques et intellectuels, le parti a voulu le protéger. Et donc, il n'était pas question qu'il y ait le moindre défi et le moindre assaut dans le cadre des primaires. Enfin, c'est déjà très, très limite, ça, non ? Oui, ça se fait pas. Mais c'est le parti qui contrôle. Donc les gens se sont mis en ligne. Et d'ailleurs, il y a un candidat, un tout petit bonhomme qui s'appelle Dean Phillips, qui est un représentant du Minnesota, qui a cherché à monter un défi contre Joe Biden en disant il est trop vieux, il n'a pas la stamina, il n'a pas l'intellect. Il a été totalement inaudible. Il n'a eu aucun moyen, et il a eu une incidence dans les primaires qui est quasi nulle, alors qu'il dénonce un vrai problème, on en parlera peut-être un petit peu plus tard. Toujours est-il que Robert Kennedy Jr., donc le fils de Robert Kennedy, neveu de John Kennedy, avait voulu défier Joe Biden dans le cadre de la primaire démocrate, et on lui a fait comprendre que s'il restait, il n'aurait ni argent ni soutien, et il passerait inaperçu. Donc il est sorti, et il a lancé une campagne indépendante. Alors c'est très très difficile de lancer une campagne indépendante, sauf à avoir des moyens financiers quasi illimités. Souvenez-vous, 1992, vous aviez Bill Clinton contre George Bush père, qui était président sortant et qui se présentait à sa réélection. Et un intrus est arrivé en cours de campagne, Ross Perot, qui était un industriel du Texas avec énormément d'argent et qui avait réussi à monter une candidature tiers qui ne l'avait pas fait gagner, mais qui avait fait perdre George Bush. Et pour moi, en 2024, on est un petit peu dans cette perspective. Robert Kennedy Jr., pour moi, en tant que candidat indépendant, n'a pas les moyens de gagner. Ça coûte trop cher, c'est très très difficile de monter une campagne. Vous comprenez, les États-Unis, c'est une fédération. Donc quand vous montez une campagne indépendante, c'est pas une campagne, c'est 50 campagnes différentes dans chacun des 50 États. Il faut réussir à se faire inscrire sur les bulletins de vote qui sont souvent imprimés plusieurs mois avant l'élection. Il faut que votre nom apparaisse. Pour que votre nom apparaisse, soit vous avez un parti et vous avez déjà récolté un certain nombre de voix dans les élections précédentes et on vous prend plus facilement. C'est pas le cas de Kennedy. Il n'a jamais été candidat où que ce soit à aucun mandat. Donc il part de rien.
Il doit réunir un nombre de signatures absolument faramineux. Il faut une organisation sur place, il faut du temps, il faut de l'argent, il faut des avocats pour le faire. C'est très très difficile. Pour l'instant, il a réussi à être qualifié dans 4 États. C'est rien du tout. Il est qualifié dans le New Hampshire, je crois dans le Maine, je crois dans le Colorado et tout récemment dans le Michigan. Pas sûr, mais c'est très très peu d'États, ça suffira pas. Il cherche à se qualifier en Californie, à New York, au Texas, dans l'Illinois, en Floride, qui sont les États les plus peuplés, là où il pourrait avoir une incidence. Il cherche surtout, et ça c'est beaucoup plus important, à se qualifier dans les États clés. Parce que comme on sait, l'élection présidentielle américaine, on vote à l'État national, mais en fait, vous avez certains États dont on connaît à l'avance le résultat. La Californie votera Biden, quoi qu'il arrive, s'il est candidat. New York votera Biden, quoi qu'il arrive, s'il est candidat. Par contre, il y a des États dont on ne connaît pas le résultat à l'avance. C'est les fameux swing states en anglais, les États décisifs en français. Le Michigan, le Wisconsin, la Géorgie, le Nevada, l'Arizona. Et là, je crois que Robert Kennedy Jr. est sur le point d'être qualifié à la fois en Géorgie et dans l'Arizona. Ça peut avoir une incidence majeure parce que quelques milliers de voix qui iraient à Robert Kennedy Jr. seraient sans doute prises, pour moi, plus dans le camp de Biden que dans le camp de Trump. Et à partir de là, ça fait perdre Biden et ça fait gagner Trump. Mais alors, quelle est la ligne politique, j'allais dire, de Kennedy ? J'ai envie de vous dire qu'il n'en a pas. D'abord parce que c'est pas un homme politique non plus, il n'est pas du sérail, c'est un avocat qui a eu 2 causes dans sa vie. D'abord, il était écologiste et il a défendu un certain nombre de causes environnementales en tant qu'avocat, en soutenant certaines personnes victimes de pollution, victimes de grandes sociétés, et il a obtenu que de très très grosses sociétés, la société Dupont de Nemours notamment, payent des amendes considérables pour des faits de pollution. Donc il a été un avocat assez efficace de ce point de vue-là. Société qui connaît bien l'Ukraine, soit dit en passant. Il connaît très bien le dossier. Et il a une certaine lecture de l'Ukraine, qui n'est pas la lecture de tous les Américains au passage, tout à fait. Et puis il a basculé un petit peu dans l'anti-vaccin. Au début des années 2000, il a publié un article qui a été retentissant dans lequel il estimait que l'autisme, qui est un problème de plus en plus important aux États-Unis, que l'autisme était provoqué par certains vaccins. Ça a été très très contesté par le milieu médical. Plus précisément, si je peux me permettre, sur le fait que certains vaccins contiennent du mercure. Voilà. Vous en savez plus que moi dans le détail médical là-dessus. Moi, ce que je sais, c'est que le contenu de son article a été beaucoup décrié par le milieu médical à l'époque et qu'il en a reçu une étiquette de complotiste ou de personnes pas très très fiables, même si, du point de vue, je dirais, sur l'électorat et l'opinion publique américaine, l'article a eu un impact considérable parce que l'autisme est un problème beaucoup plus important aux États-Unis qu'il n'était il y a 1 ou 2 générations. Lui, sa ligne, c'est une ligne, je dirais, environnementaliste, non interventionniste, sociale. Et c'est sur ces 3 points où je le vois prendre plus de voix à Joe Biden qu'à Donald Trump. Parce que ce ne sont pas ces 3 points de vue, je dirais l'environnement, le côté non-intervention et, je dirais, une certaine générosité sur le plan de la redistribution des revenus et de l'aide aux défavorisés. Là, on est sur des positionnements qui sont ceux du Parti démocrate, beaucoup plus que du Parti républicain. Donc moi, je le vois prendre plus de voix à Joe Biden. Et puis surtout, il est très suivi par la jeunesse. Il est très suivi dans les campus. Et actuellement, le Parti démocrate a un petit problème vis-à-vis de leur politique étrangère, non pas à cause de l'Ukraine, mais à cause de ce qui se passe au Moyen-Orient. Bien sûr. Vous avez toute une jeunesse étudiante qui est mobilisée pour le Hamas contre Israël, qui pose problème au Parti démocrate. Et qui, si je peux me permettre, qui pouvait s'exprimer dans les meetings de Bernie Sanders, par exemple, auparavant, et qui aujourd'hui n'est plus du tout représenté, de fait, puisqu'il n'y a que Joe Biden. Oui, et puis, surtout, pour moi, c'est surtout une jeunesse qui existait, qui était plus radicale, mais qui, avec ce qui se passe actuellement à Gaza, a trouvé une cause célèbre. Voilà. Sans le 7 octobre et sans la riposte israélienne à Gaza, les États-Unis, cette jeunesse-là n'aurait pas trouvé sa cause. Là, ils ont trouvé leur cause. Et ils sont jeunes, ils sont actifs, ils sont enthousiastes, ils sont très très manipulables d'un certain point de vue, mais surtout, ils sont soutenus par une certaine aile du Parti démocrate, qui a toujours eu un côté pro-palestinien. Vous avez certaines communautés
aux États-Unis, notamment dans l'État du Michigan, où la population d'origine arabe et musulmane est extrêmement importante et qui pourrait faire défaut également à Joe Biden le moment venu. Bien sûr. Là, le Michigan vient de tenir sa primaire, d'accord, aussi bien côté républicain que côté démocrate. Et donc, côté démocrate, il y avait Joe Biden tout seul. Et contre lui, les électeurs avaient le droit de voter pour ce qu'on appelait les non-engagés. Mais il n'y a pas de candidat derrière. Simplement, on ne veut pas de Joe Biden. C'est blanc un peu. Oui, c'est blanc, ou en tout cas, c'est vraiment la négation du candidat en place. Je ne voterai pas pour lui, oui, bien sûr. Ils ont reçu 20%. 20% dans une primaire, c'est énorme. Vous avez 20% de l'électorat démocrate du Michigan qui vient de vous signifier qu'il ne voterait pas pour Joe Biden en novembre. Ça peut aussi avoir une conséquence sur le résultat de cet État. Et le Michigan est l'un des fameux États clés. Bien sûr. Alors évidemment, il y a un autre élément qui plaide en défaveur de Joe Biden, c'est ses suspicions quant à son état de santé, des suspicions qu'il nourrit quasi quotidiennement. Oui. Je vous propose, comme souvent quand vous venez chez nous, de voir un petit aperçu de ces dernières sorties. Le bêtisier de Joe Biden. Une chute sans gravité qui aurait pu passer inaperçue si elle n'était pas intervenue après de nombreuses autres. Je sais que vous savez tous qu'il n'y a pas de problème de climat. Je sais que vous le savez. L'inflation est un problème mondial en ce moment à cause d'une guerre en Irak. Excusez-moi, la guerre en Ukraine. Je pense à l'Irak parce que c'est là que mon fils est mort. How much it means to me to have you swear me in today, and I thank you. Trust and confidence. I've got a lot of thanks to give out here. First and foremost to my... Initially, the president of Mexico, Sisi, did not want to open up the gate to allow humanitarian material to get in. I talked to him. I convinced him to open the gate. Bon, ce qui est fabuleux, c'est qu'à chaque fois on fait une émission sur les États-Unis, on peut rallonger la séquence. Oui. Donc là, le Mexique et l'Égypte, l'Ukraine, l'Irak, les confusions s'enchaînent comme pas possible. Physiquement, il a des trous. Oui. Ça devient compliqué quand même. Non, mais on en rit parce que c'est amusant de voir toutes ces vidéos, mais c'est tragique. Ah bah vraiment, oui. Et je dirais c'est dramatique et c'est totalement inquiétant aujourd'hui. Pour moi, les États-Unis aujourd'hui, ils sont en pilotage automatique. C'est une évidence que ce n'est pas Joe Biden qui est capable de décider. Et on le savait depuis un certain temps dans la mesure où il avait quand même du mal dès qu'il était nécessaire d'improviser. Mais là, on le voit que même dans des événements importants pour lesquels il a été préparé, il a été briefé parce qu'on lui dit avant ce qu'il faut faire malgré tout. On voit aussi qu'il lit tout sur le prompteur. Ah, il n'a que des cartes. Il n'a que des cartes. Même en privé, il a des cartes. Vous avez une interview récemment de l'ancien speaker de la Chambre qui a raconté un petit peu comment ça se passait quand il y avait une réunion au bureau ovale. Et il dit, mais les réunions au bureau ovale, elles sont impossibles. On ne peut pas négocier avec le président parce que il a une carte devant lui, il lit ce qui est marqué sur la carte. Et si vous voulez dévier pour aller sur autre chose, il ne peut pas répondre parce qu'il n'est capable de lire que ce qu'il y a sur la carte. Donc, c'est véritablement une marionnette qui dit ce qu'on lui dit de dire et qui fait ce qu'on lui dit de faire et qui, pour moi, n'a ni la capacité d'analyse, de jugement pour
être le président des États-Unis, et certainement pas le stamina physique ou intellectuel. Et sur des dossiers aussi importants que ce qui est en train de se passer à Gaza, sur des dossiers comme l'Ukraine, avec les répercussions que ça peut avoir et le chemin que prend ce conflit aujourd'hui, on se dit que la première puissance mondiale, elle est absolument pas à la hauteur de son rôle. Tout ce qu'on observe depuis quelque temps, aurait pu ne pas se produire si on avait eu quelqu'un d'autre à la Maison-Blanche, ça me paraît une évidence, mais c'est surtout que ce candidat soit celui qui demande à être président pour 4 ans supplémentaires, ça pose un vrai problème. Parce que, bon, il lui reste 8 mois, il a une vice-présidente, il a une administration, d'accord, il est vieux, et puis on va l'aider pour que ça se passe bien. Mais c'est pas là où on en est. On en est à se dire que c'est ce candidat-là que le Parti démocrate va présenter pour 4 ans de plus. Si je peux me permettre, si Joe Biden n'est plus apte à décider de quoi que ce soit, qui décide de le renvoyer pour les 4 ans de plus? Alors, vous avez 2 possibilités. La première, il renonce de son plein gré. Son épouse lui fait comprendre, faut renoncer. À mon avis, ce ne sera pas le cas. Il veut pas. Il veut rester pour tout un tas de raisons. On peut le forcer à partir. Vous avez aux États-Unis ce qui s'appelle le 25e amendement de la Constitution, qui a été voté en 65, ratifié en 67, 1965-67, après la mort de Kennedy, pour clarifier la transition du pouvoir en cas, d'incapacitation du président, soit parce qu'il décède, soit parce qu'il a une opération, soit parce qu'il arrive quelque chose. D'accord ? Et donc, dans le cadre de cet amendement, il est possible au vice-président, s'il a le soutien du cabinet, d'envoyer une lettre au président du Sénat et au président de la Chambre pour dire le président n'est plus en état d'assumer ses fonctions, nous prenons, il faut qu'il le fasse eux-mêmes, nous prenons cette responsabilité, nous le remplaçons, et si le président ne nie pas immédiatement, n'envoie pas un courrier de son côté pour nier la réalité, c'est mis dans les faits. Et le président a 4 jours pour répondre. À l'issue de ces 4 jours, le Congrès a 21 jours pour statuer sur cette forme de destitution. C'est pas une destitution, mais c'est un remplacement. Et il faut que, pour y parvenir, aussi bien la Chambre des représentants et le Sénat votent à la majorité des 2 tiers. Donc il y a juridiquement, politiquement parlant, dans le cadre des institutions, il y a une possibilité. Mais ça signifie que vous avez une rébellion contre Joe Biden à l'intérieur du Parti démocrate et que cette rébellion, elle est menée par la vice-présidente elle-même avec le soutien de l'ensemble des 15 ministres du cabinet. Et c'est pas là où on en est du tout. D'abord parce que, évidemment, l'enjeu, c'est l'enjeu de novembre, bien entendu. Et pour l'établissement du Parti démocrate, Biden a plus de chances de l'emporter en novembre que n'en aurait Kamala Harris. Parce que le problème des démocrates, c'est qu'elle est très très impopulaire aussi. Et qu'une candidature Kamala Harris, les démocrates n'en veulent pas. Encore moins qu'une candidature Biden. Donc ils sont un petit peu coincés. Mais alors justement, si vous me permettez, je repose ma question parce que je n'étais pas très claire. Ma question, c'est en fait, si aujourd'hui tout le monde voit bien que Joe Biden n'est pas apte à décider pour les États-Unis d'Amérique, on a quand même beaucoup de difficultés à penser qu'il décide de se représenter tout seul. Ce que je signifie, et là vous touchez du doigt là où je voulais en venir, c'est que finalement, tout le monde a intérêt à ce que Joe Biden se représente. Oui, parce que ce qui gouverne aujourd'hui, ce sont les hauts fonctionnaires. Ce sont les hauts fonctionnaires, ce sont les employés. Ce sont, je dirais... C'est l'État profond. C'est l'État profond. Exactement. Et l'État profond, il a bride sur le cou, vous diriez en tant que cavalière. Voilà. Ils font ce qu'ils veulent. Parce que Joe Biden n'est plus en mesure d'imposer ni une vision, ni d'être présent physiquement dans un certain nombre de réunions, et donc d'influer véritablement sur la politique. Donc ce sont les hauts fonctionnaires de l'administration américaine aujourd'hui qui font un petit peu ce qu'ils veulent. C'est d'ailleurs pour ça que on a vu depuis l'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche une dérive de la politique de l'administration de plus en plus radicale, emmenée par son aile environnementaliste, emmenée par son aile plus interventionniste sur le côté de la politique étrangère, emmenée par son aile, je dirais, la plus radicale sur un certain nombre de points, y compris celui de l'immigration. L'immigration clandestine est un problème énorme aujourd'hui aux États-Unis, et ce sont eux qui gouvernent. Et ils gouvernent avec une liberté que d'autres présidents ne leur accorderaient pas. Donc de ce point de vue-là, l'État profond a intérêt à ce que Biden soit candidat. C'est le plus facile à manipuler. C'est celui qui leur donne le plus le champ libre. Alors il y a toutefois un point où on pourrait comprendre que Joe Biden, dans ces moments de lucidité,
puisse décider de rester, c'est évidemment pour contourner ces soucis judiciaires qui ne sont pas peu nombreux non plus. Alors lui aussi il en a, et c'est ce que je raconte dans mon livre, hein, vous le savez parce qu'on en a déjà parlé, mais cette affaire n'est pas terminée et elle pourrait ressurgir très très rapidement. Les fameux ennuis dont vous parlez, les ennuis judiciaires pour l'instant sont ceux de son fils, mais lui a les retombées politiques de ces ennuis judiciaires. Il y a une enquête officielle qui a été ouverte au Congrès en vue de son empêchement. On va traduire le mot anglais par empêchement, c'est-à-dire d'une forme de destitution. Ce dont Donald Trump avait fait l'objet à 2 reprises de la part des démocrates. Et là, il y a une enquête, donc c'est juste l'enquête, mais l'enquête, elle est en train de se terminer. Hunter Biden, le fils du président, était encore à témoigner devant plusieurs commissions du Congrès il y a 3 jours. C'est le témoin principal et techniquement, une fois que lui a témoigné, le Congrès va sortir son rapport et à partir de ce rapport, il y aura un vote de la Chambre des représentants. Si ce vote est majoritaire, il y aura procès en destitution de Joe Biden. Et ce procès en destitution mettra en pleine lumière un certain nombre de faits qui sont connus des Américains, parce que ce sont des faits qui se reportent à la période où il était vice-président et qui en gros vont de 2011 à 2017 et qui concernent les activités financières de son fils, mais le fameux système de trafic d'influence mis en place par le fils et d'ailleurs le frère de Joe Biden, James Biden aussi, et dont Joe Biden a bénéficié financièrement, au moins de manière, je dirais, ponctuelle, et système auquel il a participé ou donné son assentiment en laissant faire. Ce qui est parfaitement pénalisable. Et ce qui est également pénalisable, c'est le fait qu'il ait nié cette implication pendant très longtemps. Donc on pourrait avoir... Ça, c'est du parjure aux États-Unis. Oui, c'est du parjure, absolument. C'est un motif d'empêchement. Et d'ailleurs, s'il y a empêchement, il y aura d'abord ce qu'on appelle des articles de destitution, qui sont un petit peu comme un acte d'accusation. Et dans cet acte d'accusation, vous aurez parjure, vous aurez obstruction de justice, au-delà du fait qu'on aura trafic d'influence. Vous aurez ces 3 éléments qui seront liés, dont il sera accusé, et dont il devra se défendre dans le cadre d'un procès devant le Sénat. Et un procès qui, inévitablement, sera retransmis par l'ensemble des télévisions. Ça promet. Donc ça pourra avoir un impact, voilà. C'est ce que je raconte dans mon livre. Hein. Et que les démocrates et le Congrès et les politiques ont réussi à garder sous le boisseau depuis un certain temps. Et je dirais que les républicains n'ont jamais véritablement réussi à faire émerger et à légitimer, alors que ce sont des faits qui sont documentés. On voit la disproportion entre les affaires qui secouent les affaires de Donald Trump et celles de Joe Biden qui sont quand même cover-up, qui Absolument. sont voilà. un peu camouflés. Pour moi, c'est le plus gros scandale de l'histoire politique des États-Unis. Il n'y en a pas. Le Watergate, par rapport à ce dont s'est rendu coupable Joe Biden et ce qu'a fait la famille Joe Biden, pour moi, le Watergate, c'est rien du tout. Ce qu'a fait Joe Biden, c'est beaucoup plus grave. Il a véritablement profité du système pour enrichir sa famille. C'est comme ça que ça s'appelle en termes simples. Et il l'a fait de manière à ne pas être pris. C'est pas aussi flagrant que cela, mais il est évident notamment à partir du moment où il est devenu vice-président, Hunter Biden a cherché à capitaliser sur le nom de son père, et le père a participé à ce système en laissant son fils agir. Il y a eu une complicité tacite du père, et de temps en temps, il bénéficiait financièrement des retombées des activités de son fils. Donc il y a une implication qui est réelle. Voilà. Et pour ça, il n'a jamais été pénalisé, jamais poursuivi. Même le fils l'a été très peu, hein. Souvenons-vous de ce qui s'est passé l'an passé, sans le revirement de cette juge qui a jugé l'accord amiable qu'il était en train de passer avec un juge de son État du Delaware, l'État où il réside et dont Joe Biden a été sénateur pendant presque un demi-siècle, sans je dirais, l'alerte lancée par ce juge, Hunter Biden aurait pu être épargné par la justice, alors que dans ce qu'il a fait lui, il y a des actes qui sont extrêmement répréhensibles. Alors, cet état des lieux quant à Joe Biden nous conduit évidemment au bilan politique des États-Unis depuis qu'il est arrivé à la Maison-Blanche. Il y a quelqu'un qui en a parlé il y a peu de temps, assez bien, dans des termes peu élogieux certes. Je vous propose de l'écouter, c'est Vladimir Poutine. You have issues on the border, issues with migration, issues with the national debt, more than $33 trillion. You have nothing better to do, so you should fight in Ukraine? Wouldn't it be better to negotiate with Russia? Bon, au-delà de
évidemment de ce parti pris de Vladimir Poutine, bien entendu, il est vrai que la situation sur les États-Unis est quand même particulièrement inquiétante sur le plan migratoire, sur le plan économique. La dette a explosé. On peut dire que le mandat de Joe Biden est accablant. Pour moi, oui. Il est accablant. Et surtout, ce qui est dramatique et ce qui est tragique, c'est pour moi, il menace, je dirais, la pérennité des États-Unis à long terme. Quand Donald Trump vous dit cette élection est la plus importante de notre histoire, etc., tous les candidats disent ça à chaque élection, mais il y a eu un tournant qui s'est opéré depuis 2021 qui est extrêmement, pour moi, inquiétant sur deux points très très importants. Un, c'est l'immigration, notamment l'immigration clandestine, parce que l'immigration, c'est les forces vives de la nation, enfin la nation future, d'accord, et deux, l'énergie, d'accord. L'immigration d'abord, Joe Biden a ouvert les portes. Il a ouvert les portes alors que Donald Trump était parvenu à les refermer. L'immigration clandestine, c'est un problème qui existe aux États-Unis depuis un demi-siècle, depuis une fameuse loi qui a réformé le système migratoire au milieu des années 60, et qui n'a jamais cessé d'amplifier à partir des années 80, avec un flot de plusieurs centaines de milliers de personnes qui rentrent chaque année par la frontière sud, la frontière avec le Mexique, et un flot que Donald Trump avait réussi à limiter, en imposant un certain nombre de règles, notamment si vous voulez l'asile politique aux États-Unis, il faut faire votre demande depuis un pays autre que les États-Unis. Donc vous restez à l'extérieur. Et comme 80% des dossiers sont rejetés, vous diminuez de 80% l'impact migratoire que cette seule mesure peut avoir. Joe Biden a supprimé cette mesure. Il laisse rentrer tout le monde. On se croira en Europe. D'une certaine façon, oui. Il encourage. Il facilite ce qu'on appelle le regroupement familial. Et donc, on a vu arriver un flot, mais absolument sans précédent. Ce sont plusieurs millions de personnes qui sont rentrées chaque année depuis 2021. On en est à 8 millions, peut-être 10, peut-être 12. Dans ce flot, il y a un certain nombre de gens qui sont là par intérêt économique et qui veulent leur rêve américain, je veux bien. Mais vous avez également un certain nombre de gens dont on ignore totalement la motivation et l'origine. Et ce qu'on constate, c'est que c'est plus du tout des Mexicains ou des gens d'Amérique centrale qui rentrent par le Mexique. Ce sont des gens qui viennent de partout dans le monde. Il y a des Chinois, vous avez des gens qui viennent d'Asie, vous avez des gens qui viennent d'Afrique. Tout le monde a compris qu'il suffisait de prendre un billet d'avion pour le Guatemala ou pour le Mexique ou pour le Honduras ou le Salvador. Et là, vous êtes récupéré par une ONG qui vous amène en bus ou autrement, même parfois en avion jusqu'à la frontière mexicaine. Et là, vous avez des passeurs qui vous font passer aux États-Unis. Et c'est un système dont on ignore la motivation réelle des démocrates derrière. Pourquoi est-ce que les démocrates ont créé cette frontière passoire ? Est-ce que c'est pour avoir des électeurs qui vont être fidèles après ? Parce qu'une fois que vous régularisez ces gens-là, ils vont voter démocrate. C'est possible. Est-ce que c'est parce que la société américaine, dans son état actuel, leur déplaît et qu'ils veulent eux aussi une forme de remplacement de population ? Je n'en sais rien. Mais toujours est-il que ça menace totalement aujourd'hui les services sociaux, l'équilibre des États-Unis, que ça a eu un impact sur la criminalité qui est majeur et que ça déstabilise totalement la société américaine. Donc de ce point de vue-là, vous avez un bilan qui, pour moi, est non seulement désastreux, mais menace même l'avenir des États-Unis. Et puis deuxième point fondamental, l'énergie. La première décision de Joe Biden, ça a été d'annuler ce fameux pipeline qui allait transporter des hydrocarbures du Canada jusqu'au golfe du Mexique. Ils en ont beaucoup après les pipelines, visiblement, les États-Unis en ce moment. Oui, je vois ce à quoi vous faites allusion. Mais, et ils ont supprimé un certain nombre de permis d'exploration et ils ont annoncé la fin de ce qu'on a des fuels fossiles. Je ne sais pas si on dit fuels fossiles en français. Mais alors que les États-Unis sont le premier producteur. Alors depuis, ils sont un petit peu revenus en arrière, parce qu'ils ont bien vu que l'impact était dévastateur sur l'économie. Le prix de l'essence à la pompe a explosé. On a eu des pénuries d'énergie dans un certain nombre d'États, aussi bien également des pénuries d'électricité, parce que certaines centrales électriques, il faut bien les alimenter par autre chose que de l'électricité éolienne et autres. Et donc l'administration, sans le dire, a quand même rétrocédé un peu, rétrocédé, et la production d'hydrocarbures américaine s'est un petit peu relevée depuis. Sans compter qu'on a tendance à l'oublier dans un pays comme la France, mais les États-Unis sans carburant pour les voitures, avec un pays qui est aussi vaste, il n'y a pas de pays plus dépendant de l'énergie que les États-Unis. Consommation, c'est 20 millions de barils tous les jours.
Ils sont capables d'en produire 13 millions, ils en importent le reste, mais c'est énorme. Des États-Unis sans essence, c'est pas la panique générale, mais ça a un impact immédiat. Et certaines stations essence, l'approvisionnement, il est de quelques semaines. Donc la crise, elle n'est pas forcément loin. Joe Biden a fait des choses qui sont absolument invraisemblables. Les États-Unis disposent de ce qu'ils appellent une réserve de pétrole stratégique, justement. C'est plusieurs centaines de millions de barils de pétrole qui sont conservés en cas de crise internationale majeure, justement pour permettre à l'économie de tourner pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, le temps que cette crise se résorbe. Joe Biden et l'administration en place, lorsque les prix à la pompe ont explosé, ils ont inondé le marché en prenant dans cette réserve stratégique pour faire baisser les cours. C'est une vision à court terme, je dirais, scandaleuse. Alors ils disent qu'ils l'ont commencé alors je ne sais pas où elle en est aujourd'hui, mais je peux vous garantir qu'elle n'est pas au niveau où elle était fin 2020 et qu'elle n'est probablement pas toujours pleine. Donc là, on a une vision à court terme qui menace même la viabilité et l'intérêt fondamental des États-Unis. Donc sur ces 2 points-là, les choses vont très mal. Sur le point de l'économie, la machine américaine est quand même une machine capitaliste qui fonctionne. Donc le chômage n'est pas très élevé. Le problème, c'est l'inflation. Parce qu'il y a du travail, mais les revenus n'ont pas augmenté aussi vite que les prix. Les prix sont menés par l'énergie. Oui, mais l'inflation, elle est aussi due à la dette. Alors, elle est due au fait que... Enfin, à la réimpression et à la elle est planche à due billets, à la dette et à la croissance récente de la dette. C'est-à-dire qu'on a inondé le marché de liquidités alors qu'il n'y avait pas tant de biens à disposition que ça et il n'y a pas plus d'inflationniste que ce type de choses. Bien sûr. La générosité de l'État liée au Covid, notamment cette loi d'1 milliard de dollars, oui, non pas 1 milliard, 1000 milliards de dollars, 1,5 trillion, la fameuse, c'était, je ne sais plus comment il s'appelait, l'American Rescue Act en anglais, qui a été votée au mois de mars 2020, c'est-à-dire sur la fin de la pandémie, était absolument pas nécessaire. Et il a eu un impact inflationniste majeur dont l'administration n'arrive pas, enfin l'administration Biden n'arrive toujours pas à se relever aujourd'hui. Et la dette, c'est vrai qu'elle est importante. Alors, en termes de PIB, c'est moins important qu'on ne croit. On est juste au-delà de 100%, mais vous avez un certain nombre de pays qui, dans le monde, sont beaucoup plus endettés à hauteur de leur PIB que ne le sont les États-Unis. Maintenant, le PIB américain est tellement important que la dette a atteint un niveau qui est colossal. On est en effet à 33 000 milliards de dollars et l'intérêt sur la dette va devenir, s'il n'est déjà devenu, le premier poste budgétaire avant même la défense. Donc le coût de la dette est totalement prohibitif. Et la sortie de la dette, personne n'a de vraie solution aujourd'hui. Parce que l'une des sorties serait l'inflation. Si vous avez une inflation, vous diminuez inévitablement le coût de votre dette, vous la diluez dans l'inflation, mais c'est pas du tout dans l'intérêt de l'économie américaine. Pour l'instant, la dette, c'est un petit peu l'éléphant dans la pièce. Il est là, mais on n'en parle pas beaucoup parce que ça ne concerne pas les Américains au quotidien. Ça ne les impacte pas au quotidien. Le prix des denrées alimentaires, ça, les Américains, ils sont confrontés tous les jours. Le prix de l'essence à la pompe, ils y sont confrontés tous les jours. La criminalité issue soit du fait qu'on a interdit à la police de faire son travail, soit parce que vous avez un certain nombre d'immigrants clandestins qui sont des criminels et qui vont aux États-Unis pour véritablement agir comme des bêtes de proie. Ça, les Américains, ils sont confrontés tous les jours, et ce sont les grandes questions qui vont être celles de la campagne, qui sont celles de la campagne. Aujourd'hui, pour clôturer cette émission, est-ce que vous avez le sentiment que l'hégémonie américaine est fortement discutée dans le monde ? Bien entendu. Là, on est face à une Amérique faible. Moi, je suis atterré de voir ce qui se passe. Je ne suis pas du tout favorable à une Amérique gendarme du monde et qui, comment dirais-je, envoie ses soldats dès qu'il y a un problème pour faire le vide et imposer sa présence. C'est pas du tout l'Amérique que je défends. Et pour moi, c'est pas du tout l'objectif de l'Amérique, ni même la vocation de l'Amérique. Par contre, c'est une superpuissance. C'est une superpuissance qui a permis à l'Europe de se relever de la Seconde Guerre mondiale, et ça, faut quand même le souligner et l'accepter. Maintenant, on est dans un autre monde et les États-Unis ont besoin d'une autre fonction, d'accord ? D'ailleurs, ce qu'ils n'ont jamais réussi à définir depuis la fin de la guerre froide, c'est peut-être le sujet, je dirais, stratégique majeur à évoquer. Peut-être parce qu'on n'en est pas complètement sorti finalement. On y est retombé, mais on aurait pu en sortir. C'est trop tard pour faire ce débat-là. Mais voilà, on est à un moment charnière. Par contre, on est à un moment extrêmement dangereux.
Et je pense que l'argument de Vladimir Poutine, même si on peut le défendre d'un certain côté, la façon dont il joue avec la peur, la façon dont il joue avec la menace de guerre, la façon dont il joue avec la menace nucléaire, n'est pas une façon saine de gérer les relations internationales. Et on a besoin de quelqu'un de très très fort face à lui pour créer cet équilibre. Les États-Unis sont incapables de l'apporter aujourd'hui. Et c'est là où, pour moi, il y a le plus grand danger. Donc oui, cette élection, elle a un impact, et la politique américaine menée actuellement par Joe Biden et son administration, c'est une politique, je dirais, dangereuse pour le monde, parce qu'elle favorise l'instabilité régionale, mais une instabilité qui peut toujours s'étendre derrière. C'est ça où, pour moi, il y a un vrai souci. Il y a un tout dernier point que j'aimerais soulever. Quand même, on a regardé cette interview de Vladimir Poutine qui a été faite par Tucker Carlson, un journaliste américain qui est parti de Fox News, enfin, qu'on a poussé dehors de Fox News parce qu'il ne correspondait plus vraiment à la ligne. On voit que c'est un journaliste aujourd'hui qui a énormément de succès, et il est diffusé essentiellement sur X avec le concours d'Elon Musk. Comment percevez-vous ça ? Et finalement, au vu de ce que vous venez de dire sur Vladimir Poutine, on sait que Tucker Carlson est plutôt proche, on va dire, des idées de Donald Trump. On a le sentiment que finalement c'est un peu une troisième voie qui veulent dessiner. On a le sentiment que la presse aujourd'hui est plus unanime non plus aux États-Unis, et qu'il va falloir compter avec un contre-pouvoir. Alors, dehors et dedans d'ailleurs. Sur la Russie, oui. Et je dirais même 2 contre-pouvoirs. On l'a évoqué un tout petit peu plus tôt dans notre discussion, mais dans le cadre de la campagne, Trump a une certaine position sur comment gérer le conflit ukrainien. Robert Kennedy Jr. a une position très, très originale sur comment gérer le conflit ukrainien, et lui n'hésite pas à mettre en avant la responsabilité des États-Unis dans ce qui se passe en Ukraine depuis 2014. Et finalement, vous n'avez que l'administration Biden qui se présente officiellement comme très très favorable à l'Ukraine, et donc à aider financièrement, militairement, mais qui a du mal à mettre cette politique en place pour tout un tas d'autres raisons. D'accord. Parce que je veux faire une parenthèse, mais vous m'avez dit aujourd'hui Vladimir Poutine agite la menace nucléaire, etc., etc. C'est votre point de vue. Je constate par exemple que le New York Times a publié un gros dossier il y a quelques jours où ils mettent essentiellement en avant l'installation progressive de bases d'espionnage américaines avec le concours de la CIA sur toute la frontière entre l'Ukraine et la Russie. On voit bien qu'il y a une opération de déstabilisation qui était en cours. Alors, là, je vais dire que c'est votre interprétation sur les motivations qui sont derrière. Mais pour moi, c'est pas le sujet le plus important. Par contre, pour en revenir à cette interview de Tucker Carlson et de l'influence qu'il peut avoir sur le débat, il y a clairement aujourd'hui aux États-Unis un certain nombre de gens qui ont compris que les médias mainstream n'étaient plus en mesure de vous informer, et avait décidé de ne plus vous informer, mais d'avoir une information qui était loin d'être objective, mais qui était toujours orientée. Et à partir de là, on a besoin d'un contre-pouvoir au sein des médias. Et c'est ça qu'incarne Tucker Carlson. Tucker Carlson, c'est celui qui a osé dire tout haut ce qu'un certain nombre de gens pensent tout bas, et dénoncer, je dirais, une information formatée, tronquée, orientée, avec un certain but manipulateur derrière. Et c'est ça qui fait son succès. Et c'est vrai que Trump est au niveau politique ce que Tucker Carlson est au sein des médias. Il est celui qui est disruptif, comme vous disiez à un moment, qui n'est pas du sérail, qui a compris qu'il y avait un problème véritable dans le sérail, un état profond qui était en train de menacer l'existence même et la pérennité des États-Unis, et c'est contre cet état profond qu'il fallait agir. Et Tucker Carlson est un petit peu le porte-voix de cette vision-là au sein des médias, et c'est pour ça qu'il a un impact. Je vous remercie beaucoup, Gérald Olivier, d'être venu jusqu'à nous. Je rappelle le nom de votre ouvrage, Cover Up, le clan Biden, l'Amérique et l'État profond. C'est aux éditions Confidentes. C'est toujours disponible sur la boutique de TVL, sur tvl.fr. Chers amis, j'espère que cette émission vous a plu. Je compte sur vous pour son succès, comme je vous l'ai dit au début. Donc, n'hésitez pas à la relayer auprès de vos proches. N'hésitez pas non plus à faire vos commentaires juste en dessous de cette vidéo. Et pouce en l'air, évidemment, pour m'aider au succès. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. On fera une nouvelle émission avec un nouveau thème. À bientôt.